Bienvenue dans ce débat Faire croiser. Je vous en parlais à l'entame de cette tranche d'antenne de Matin d'Éden, je veux dire. La zone de libre-échange continental, comment comprendre la réticence du Nigeria? Casimir Pedjo, directeur de publication de Nouvelle Économie, est face à Wilfried Monou, directeur de publication de Économie Plus. Bonjour Casimir Pedjo. Bonjour Loris. Bonjour M. Monou. Bonjour Loris, d'avoir. C'est une question d'économiste, de directeur de publication et à caractère économie ce matin, comme les autres mardis. Eh bien, le Conseil des ministres a évoqué le sujet, je dirais le délicat sujet qui institue désormais sur le continent africain une zone de libre-échange continental. Eh bien, il y a de cela, je crois, quelques années, ce projet existait, mais pas de la même envergure, pas existait sur le plan sous-régional. Maintenant, cela s'étend à tout le continent. Alors, qu'est-ce qui explique la réticence du Nigeria, de ce géant de l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui fait que ce pays n'adhère pas à ce projet, à cette réforme, je dirais, de zone de libre-échange? Vous nous le direz. Mais avant, comment expliquer le principe de zone qui institue la zone de libre-échange? Comment comprendre cette zone? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est sa portée pour l'économie de ces pays qui y accèdent, qui y adhèrent? Alors, c'est depuis 2012 que les chefs d'État ont retenu qu'ils vont supprimer les barrières douanières au niveau des pays africains et créer une zone de libre-échange. Mais en 2016, ils sont joints à la parole en nommant le président nigérien qui devait conduire le processus qui, lors du 30e sommet des chefs d'État, a été vraiment porté par le président, l'actuel président de l'Union africaine, M. Kagame, qui a mis ça comme priorité et a accompagné le président Mamadou nigérien à ce que ça soit une réalité. D'où le 21 passé, lors de ce sommet à Kigali, sur les 55 pays, 11 n'ont pas été présents et les 44 ont signé ce traité de zone de libre-échange continentale qui, dans 180 jours, rentrerait en vigueur, deviendra une réalité au niveau de l'Afrique. Casimir Pedjo. Alors, il faut remonter un peu l'histoire pour faire comprendre aux téléspectateurs ce matin que la zone de libre-échange, ce n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui existait depuis donc, Mathusalem, par ici en Afrique, ou bien en Europe, ou peut-être sur d'autres continents. La zone de libre-échange, c'est un certain nombre de pays qui s'entendent pour dire désormais, écoutez, nous, au regard donc, des difficultés douanières, surtout, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au regard donc des taxes imposées sur les produits, nos propres produits, écoutez, désormais, nous, 5, ou bien nous, 6, ou bien nous, 10, ou bien nous, un certain nombre, on ne va plus imposer donc ces taxes-là, ou du moins, voilà les taxes qui seront applicables donc à ces produits-là, parce que ce n'est pas zéro taxe sur les produits, ça il faut le préciser, il y a des taxes qui sont appliquées sur un certain nombre de produits. Alors les produits d'abord sont identifiés clairement, et donc ces produits-là ne sont rien d'autre que les produits locaux, et le concept ici de produit local est beaucoup plus défini par la participation à la production depuis donc la matière première jusqu'au produit fini. Et donc, ces pays-là définissent, chacun vient donc, c'est un peu comme au marché, chacun vient donc avec son étalage, chacun vient donc au marché, comme on le dit, avec ses marchandises et l'expose donc aux clients. Donc, chacun met ses produits sur la table et le débat se fait autour donc de ces produits-là. Alors, au regard donc des conditions que chacun donc définit par rapport donc à ces produits, on s'entend, on dit bon, ok, désormais ce stylo, ça appartient donc à la communauté. Et donc, si vous payez X, vous exportez ce produit-là vers un pays Y, eh bien, la douane du pays Y
ne vous imposera plus rien, ne frappera plus donc votre marchandise des frais de douane. Et donc, ça permet donc au consommateur final, ça permet à l'État donc de faciliter la consommation de ces produits-là, de réduire le prix. Voilà. Et c'est surtout ça ce qui est envisagé, de réduire le coût donc de cession de ce produit-là aux populations. Et comparaison pour comparaison, c'est par exemple ce stylo qui appartient donc à un pays X, mais qui est fabriqué aussi par un pays A, qui n'est pas du continent. C'est-à-dire la France, par exemple, qui fabrique le même stylo, mais les deux stylos viennent sur le marché Y. Mais le stylo du pays X serait moins cher par rapport au stylo donc, qui vient de la France, donc du pays A. Ceci permet donc aux populations de consommer ce qui est local. Donc, l'idée ici qui est derrière donc, la zone de libre-échange, c'est de pouvoir consommer à bon escient sans donc, la spéculation, sans donc, la cherté de la vie, de consommer les produits. Donc, c'est beaucoup plus cette idée-là. Et au-delà de ça, quand nous rentrons dans un concept du moins macroéconomique, c'est que les États qui entrent donc dans la zone de libre-échange sont des États qui veulent désormais développer leur économie. C'est des États donc, qui produisent. Donc il y a le concept production. Production. Il faut avoir des produits dans la zone de libre-échange. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien donc, bénéficier. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Parce que si on ne, si on ne ramène pas le débat autour du produit, on ne va pas comprendre pourquoi le Nigeria est en train de marquer donc l'austérité par rapport à ça. On ne comprendra pas pourquoi le Bénin ferme les yeux et rentre dans la zone de libre-échange et après ouvre les yeux, c'est pour pleurer. Parce que je l'ai dit tantôt. Ça, c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. On a déjà connu... c'est pourquoi j'ai dit remontons le temps. On a déjà connu le Bénin dans plusieurs zones de libre-échange. ACPUE, vous vous rappelez. On nous rabattait ça presque à l'oreille à l'école que le Bénin appartient à cet espace-là, ACPUE. On connaît le TEC UEMOA. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que le Bénin en a tiré comme profit. On parle désormais donc du TEC CEDEAO, tarif extérieur commun pour ceux donc, qui ne maîtrisent pas bien les sigles, tarif extérieur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, jusqu'à présent, on ne nous a jamais fait le point. Il faut préciser que pour le texte UEMOA, c'est depuis 2000 que ça a été mis en application. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait véritablement pas ce que cela a pu apporter sur le plan macroéconomique et aussi sur le plan microéconomique à la nation béninoise. Merci, Casimir Pédior. Wilfried Monou, dites-moi, l'applicabilité des principes de cette zone est-elle favorable à tous les États de la même manière? Non, c'est pourquoi chaque pays... Ce n'est qu'après ça qu'on s'intéressera maintenant à la réticence du pays doit aller à cette négociation en évaluant ses forces et ses faiblesses et les opportunités ainsi que les menaces que cette zone de libre-échange dresse devant lui. Et cela vient à ce que lui disait tout à l'heure, ça nous amène à parler de produits. Désormais, on ne parlera plus de produits made in Benin, mais on parlera de produits made in Africa. Les produits africains auront à circuler librement dans cette zone de libre-échange et permettront, entreront en compétition avec les autres produits qui satisfont les mêmes besoins. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il se pose le problème de savoir est-ce que tout ce qu'on miroite par rapport à cette zone d'échange, de libre-échange, sera vrai pour chaque pays. Et c'est là la question où chaque pays doit véritablement aller dans cette négociation en mettant en avant ces avantages personnels à tirer de cette zone. Et heureusement, le Bénin n'a pas encore signé, parce que le Bénin a commis des erreurs par le passé en signant par exemple l'accord de partenariat économique. Et le Nigeria n'a pas hésité à fermer tout de suite les vannes pour que le Bénin puisse se sentir. Parce que vous savez, le problème, c'est que lorsque le Bénin rentre dans cet accord de partenariat, économique avec l'UE, c'est que les biens
de l'Union européenne viennent au Bénin. Et le Bénin, alors, par quelle magie ça se passe, ces biens se retrouvent au Nigeria. Et donc, le Nigeria ferme ses frontières et empêche l'économie de réexportation du Bénin. Et donc, pour que ça ne soit pas la même chose, aujourd'hui, j'ai l'impression que le Bénin a dû harmoniser son rythme en suivant le Nigeria, qui est beaucoup plus influencé fortement, la décision politique est fortement influencée par les lobbies industriels qui trouvent que les produits nigériens ne tireront pas suffisamment d'avantages et par conséquent l'économie nigériane ne tirera pas d'avantages en allant tout de suite à l'étape actuelle dans cette zone. Mieux, on vient à peine de rentrer dans la zone du TEC 8 mois qui est rentré en application en 2015. Quelle évaluation on en a fait? On n'a même pas laissé une génération passer, c'est-à-dire 10 ans, pour pouvoir apprécier effectivement quels sont les effets que ça a donné, quelle économie ce TEC-là a pu drainer pour qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on saute pieds joints dans la zone de libre-échange continentale. Très bien. Alors, donc, pour Wilfried Bonou comme pour Casimir Pédior, le Bénin s'est toujours trompé à travers la signature de ces accords. Le Bénin gagnerait à ne pas céder. Mais vous ne pensez pas qu'on ferait mieux de ne pas vivre aussi claquemuré, enfermé sur nous-mêmes? Non, c'est-à-dire quoi? On ne dit pas que le Bénin doit vivre en autarcie. Mais en allant dans ce marché, quels sont les produits que le Bénin envoie? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises industrielles béninoises souffrent suffisamment de martyrs pour envoyer leurs produits sur le marché de la CEDEAO. Je vais donner l'exemple de ceux qui sont dans les fers à béton, qui ne peuvent même pas traverser le corridor ou les corridors nigériens pour aller vers le Tchad, par exemple. Est-ce que vous voyez? Et ces difficultés-là, le Bénin devait normalement, en plus de ces accords, vu que le Nigeria a pris d'autres dispositions, d'autres mesures non tarifaires pour protéger ses produits locaux, le Bénin doit aller en négociation avec le Nigeria pour défendre aussi les intérêts de ses producteurs locaux qui font l'économie béninoise. Si cela ne vendent pas, le Bénin, l'économie béninoise recevra forcément des coûts. Oui, Casimir Pédior, avant d'aborder la réticence du Nigeria toujours, que gagne un État à opter, à accéder à cette zone? Qu'est-ce qu'un État gagne? Un État gagne dans sa structuration. Déjà sur le plan diplomatique, lorsque vous présentez sur ce marché-là vos produits, lorsque vous arrivez donc à vous faire une place, ça donne de la notoriété au pays. Vous savez, le Nigeria a boudé non pas parce qu'il s'appelle Nigeria, pays désorganisé, non. Le Nigeria a boudé parce qu'on n'est pas encore au sujet, mais le Nigeria a boudé parce que c'est un pays organisé. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Donc, les pays organisés n'y accèdent pas. Donc c'est un creuset pour c'est un creuset réservé aux pays peu organisés. C'est pas exactement ça, mais vous savez, il y a trois types de pays. Il y a des pays comme le Nigeria, très bien organisé. Vous le pensez? Je vous dis, le Nigeria est un pays très bien organisé. Ce n'est pas pour rien, depuis des décennies, le Nigeria a été toujours le leader économique du continent africain. Je parle bien du continent africain. 54 ou 55 pays, c'est le seul pays qui aujourd'hui affiche. Et mieux, nous avons aujourd'hui le plus fortuné du monde, un Nigérien. On appelle ça organisation. C'est suffisamment discutable, ce dont vous parlez. C'est discutable et j'invite tous les spécialistes en la matière de m'inviter sur leur plateau pour que nous discutions du cas Nigeria. Et donc, il y a trois types de pays. Il y a les pays très bien organisés, il y a les pays moyens et il y a les pays très faibles comme les nôtres. Très faibles. Ça, c'est une classification Casimir Pédior. Que vous allez retrouver dans les documents scientifiques sérieux, les documents de l'université. Vous allez voir dans les études faites, par exemple, je peux vous citer, vous allez les voir. Et les pays très peu organisés comme les nôtres, quand ils vont à ces conclusions-là,
on n'a rien d'autre que de Que mettez-vous dans ce très peu organisé? Quels sont les critères? Quels sont les critères qui valident, définissent votre organisation? Je ne donnerai pas des idées cette fois-ci, mais je partirai d'un seul exemple pour expliquer un peu aux téléspectateurs. Vous avez, en 2015 ou en 2016, il y a un produit, il y a une bière qui est venue du Nigeria, qui est rentrée, on ne va pas citer. On ne va pas citer, qui est rentrée sur le marché béninois. Quand la bière est venue, quel a été le comportement des Béninois? Très bien accueilli. Vous pensez? Si. Oui, les consommateurs l'ont très bien accueilli. Si. Mais quelle a été la réaction des industriels béninois? Surtout la brasserie, la plus grande brasserie du pays. Ils ont donné l'argent. Enfin, ils ont financé des actions pour donc brouiller la piste pour arrêter. Donc vous n'avez aucune preuve. Vous le dites. Non, ça a été vu, ça a été dit. On a vu comment cette brasserie, cette brasserie a sorti des stratégies marketing. Que ferait Casimir Pédior s'il était promoteur de brasserie et qu'il était envahi par un produit étranger? Vous avez un pays. Vous n'allez pas acclamer. Vous avez un pays de 11 millions de consommateurs. En face, vous avez un pays de 200 millions de consommateurs. Alors, le pays de 11 millions de consommateurs va-t-il chercher les industriels de ce pays-là, vont-ils chercher à aller sur le marché de 200 millions ou bien vont-ils chercher à rester au niveau de son pays de base, 11 millions de consommateurs? Moi, je pense que le marché qui m'intéresse ici, c'est le marché de 200 millions de consommateurs. Pourquoi les industriels béninois ne cherchent pas à aller sur le marché nigérien pour aller vendre leurs produits là-bas et préfèrent rester sur place ici? Non, il y a beaucoup d'industriels qui veulent aller sur le marché. Je parle de cet industriel. Puisqu'on n'est pas encore sur le sujet, on ne peut pas le dire. Donc, c'est ce qui justifie ici la classification de ces pays-là. Nos pays... On était parti de la définition de cette catégorie de pays très peu organisés, un pays comme le dans Bénin, lequel vous nous placez. Partons des principes de production. C'est dans cette catégorie, c'est dans la catégorie des pays peu organisés que vous nous classez. Voilà. Et vous n'arrivez pas encore à avancer, à étaler les critères, qui font de nous... Dites-moi, quels sont les produits sérieux que nous avons aujourd'hui au Bénin que nous mettons sur le marché commun? Quels sont les produits? En dehors des produits agroalimentaires, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui que vous reconnaissez comme produits made in Bénin? C'est tout, ça suffit. Qui respecte, mais c'est justement ça. Puisque sur le marché, comment on veut aller vendre des produits? Alors, dites-nous, quels sont les produits béninois que vous connaissez, depuis la production jusqu'à la consommation, qui respectent la norme? Emballage, respect des normes phytosanitaires quand il s'agit de l'agro-business, respect des normes en termes donc je ne sais pas, d'étiquetage, tout ça. Dites-moi, quel est le produit que vous identifiez aujourd'hui? Que vous connaissez. Ce serait un affront si vous dites qu'il n'y a pas des jus made in Bénin qui sont mis sur le marché. Dites-moi le jus. Non, je ne citerai pas de marque. Oui, mais alors, je voudrais faire constater prenez la voie pour Alada, que si Loris peine à reconnaître qu'il y a des produits, c'est parce qu'ils n'existent pratiquement pas. Sinon, il y a quelques-uns quand même qui travaillent. Mais leur effort, j'étais de la mission, il y a une semaine, on était à Abuja, au Nigeria, avec ceux dont vous parlez. Et vous n'avez constaté aucun produit béninois sur le... Je vous dis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'un certain nombre d'opérateurs économiques ont commencé par mener la démarche vers le Nigeria pour pouvoir faire labelliser, si vous permettez l'expression, pour pouvoir faire accepter notre produit sur le marché nigérien, pour pouvoir faire consommer notre produit sur le marché nigérien. Il n'y a pas encore une semaine que l'Union européenne a accepté notre miel, que notre miel vienne maintenant concurrencer. Enfin, depuis février, le 15 février. Ça ne veut pas dire que notre miel est de mauvaise qualité. C'est ce que je vous dis, Loïs. Juste là, notre miel a été de mauvaise qualité, non pas dans la production, mais les conditions. Il ne revient pas à l'instance extérieure de venir nous attester de ce que notre miel est de bonne ou mauvaise qualité. Mal organisé. Vous convenez avec moi que si vous étiez bien organisé, vous auriez pu vous-même donner les normes selon lesquelles vous auriez pu, donc, sur chacun de vos produits, vous aurez pu afficher, donc, vous allez étiqueter vos produits pour que l'extérieur, quand l'extérieur vient dire, ah, attention, ça c'est du bon produit, je le prends. Mais quand vous n'avez pas si l'extérieur ne veut pas reconnaître que c'est du bon produit, l'extérieur ne reconnaîtra pas. Sinon, nous avons des produits labellisés. Nous avons des labels bénins. Vous ne me direz pas le contraire. Maintenant, il ne revient pas à l'extérieur de venir. Quel est votre label? Il ne revient pas. Dites-moi, Loris, vous n'avez pas de label au Bénin.
Vous n'avez pas encore de label. Vous empruntez le label, par exemple, vous empruntez le label extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le seul label qu'on connaissait, c'est la Dana, qui est transformé aujourd'hui à une agence. À suivre Casimir Pédios, c'est que nous serons esclaves toute notre vie je dirais, de cette facilité qu'ont les autres à nous ramener des marques ou labels ISO, tel ISO. On peut se passer, aussi. Les produits béninois que vous connaissez qui peuvent aller sur le marché. On peut se passer aussi de ces anomalies venues d'ailleurs et avoir nos propres labels. Rassurez-vous, Casimir Pédios. Je n'irai pas dans votre sens, dans la mesure où dans la conception du produit, il y a un certain nombre de standards, d'accord, qui sont tant au plan national, dont sont conscients nos scientifiques, acceptés au plan national, et au plan international, on arrive à définir un certain nombre de normes qui doivent être respectées ou qui doivent être assimilables aux autres normes nationales. Et c'est ça, vous avez commencé tout à l'heure par parler des normes ISO, d'accord, et d'autres normes qui existent aussi. Mais cela, ce n'est pas... je voudrais aller un peu au secours de Casimir pour dire, quand il classe les pays comme le Bénin dans les pays qui ne sont pas organisés, c'est beaucoup plus en termes de structuration, de stratégie, en termes de développement ou de diversification de l'économie. Aujourd'hui, vous savez que si nous voulons nous voulons vraiment jouir des avantages qu'offre le TEC CEDEAO, il nous faut produire suffisamment. Il nous faut, par exemple, j'ai l'habitude de citer, nous avons un coton qui est très bien recherché, d'accord, mais nous n'avons pas un tissu industriel qui puisse transformer ce produit et créer de la plus-value et donc améliorer notre PIB et par conséquent le PIB par tête d'habitant. Alors que quand vous allez dans les pays comme le Nigeria, l'effort est fait et on a beaucoup de produits qui permettent au pays de se passer des biens qui viennent de l'extérieur. Vous savez, ce que dans les échanges entre le Bénin et le Nigeria depuis la veille des indépendances, le Bénin a toujours envoyé au Nigeria les produits agricoles. Et ceux qui y vont, c'est-à-dire les commerçants, ils ramènent souvent les produits manufacturés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la période révolutionnaire de 72 à 88, vous allez observer que les commerçants qui allaient vers le Nigeria, donc par le Fayawa, ils allaient en envoyant les produits agricoles. Et quand ils reviennent de là-bas, ils reviennent avec les magnétophones, des produits manufacturés ou des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On observe que quand les jeunes béninois envoient les produits agricoles au Nigeria, ils reviennent avec des motos. Ou quand ils vont travailler au Nigeria, dans les exploitations agricoles, ils reviennent avec des motos et viennent faire du zémillant chez nous. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voyez par exemple les motos genre Lakata ou bien Bajaj sont montées au Nigeria et donc on va chercher ça. C'est des produits manufacturés, c'est de ça dont on parle. Donc les échanges entre le Bénin ont toujours été caractérisés par envoi de produits agricoles et importation de produits manufacturés. Mais aujourd'hui, il faut quand même que le Bénin aussi puisse envoyer des produits manufacturés sur le marché nigérien, par exemple. Et c'est en ça que Casimir dit que notre économie n'est pas organisée. Il y a des entreprises industrielles qui sont au Bénin et qui produisent des biens et services qui ont besoin aussi d'élargir leurs horizons, et non plus de se contenter seulement des 11 millions de consommateurs béninois, mais on peut aussi profiter des 200 millions de consommateurs, potentiels consommateurs qu'il y a au Nigeria. Et d'où il faut alors que les administrations ou l'administration béninoise puisse accompagner ces producteurs à respecter les normes, les standards au plan national et au plan international. Et c'est là la question qui se pose pour nous. Vous voyez par exemple, il a commencé par citer la Dana. La Dana aujourd'hui est vidée de sa substance, alors que la Dana est la structure la plus reconnue au plan international. On a aujourd'hui l'ABSA,
l'Agence béninoise de sécurité de la santé alimentaire, nous avons la DANA qui est aujourd'hui supplantée par le laboratoire central de sécurité, et santé alimentaire, l'AXA. Donc tout ça fait que on ne sait pas au niveau des producteurs vers qui on doit s'adresser. Aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas une norme qui permet par exemple de dire pour qu'une tomate en boîte vienne au Bénin, il faut qu'elle respecte telle condition, telle condition, telle condition. Ce qui fait que nous avons une évasion de produits manufacturés qui entrent dans le pays. Alors que nous avons, à côté de chez vous, à côté, nous avons une société qui produit des concentrés de tomates. Cette tomate qui essaie de se mettre aux normes se voit concurrencée par des produits qui envahissent le marché et qui ne sont pas de bonne qualité. Je ne voudrais pas décourager les Béninois pour dire que souvent, dans ces concentrés de tomates qui sont importés, très peu ont de la tomate comme produit. Vous avez vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Et quand c'est comme ça, ça signifie que notre économie est exposée. D'accord? Et nous devons travailler à ce que nous protégeons, tout au moins, ces entreprises qui font de notre industrie une industrie encore à l'étape embryonnaire. Wilfried Monod, je suis presque entièrement d'accord avec vous. On va consacrer, rassurez-vous, un autre plateau à l'organisation du marché interne face au marché de la sous-région. Et là, on pourra confronter davantage Casimir Pédio à travers ces exemples où il célèbre les autres pays vis-à-vis du Bénin, au détriment du Bénin, je dirais. Voilà, pour Casimir Pédio, le Bénin est toujours en deçà de tout ce que font les autres nations. Revenons maintenant à Casimir Pédio. J'ai été mal compris peut-être. Très bien compris. Casimir Pédio, revenons maintenant à la réticence du Nigeria face à notre thématique du jour, à cette zone de libre-échange continentale. Alors, il y a ce qu'on appelle la zone de libre-échange. Il y a également ce qu'on appelle mesures tarifaires non douanières. Deux concepts en un, que le Nigeria impose sur le marché. Alors, lorsque le Nigeria veut rentrer dans une zone, le Nigeria commet l'expertise de ses opérateurs économiques, de toute l'élite scientifique, pour étudier les opportunités que lui, Nigeria, gagne en entrant sur ce marché. Et non que ses exportateurs gagnent en venant chez lui. Alors, il faut que les produits soient non seulement de bonne qualité pour la consommation, enfin, pour la santé de sa population, mais aussi pour la santé de son économie. Alors, le Nigeria, il y a 27 ans, Abuja avait accueilli la première réunion visant donc une zone de libre-échange sur le continent africain. 27 ans. 27 ans après, le Nigeria fait partie des premiers pays à bouder la zone de libre-échange. Vous appelez ça comment? Que comprendre. Que comprendre, merci. Il faut y comprendre la nécessité aujourd'hui de préserver l'intérêt des opérateurs économiques à l'interne. Parce que vous avez en Afrique, vous avez quand même des puissances. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est une puissance. Vous avez l'Égypte, qui est une puissance. Vous avez le Maroc, s'il vous plaît, qui est une puissance. Vous avez l'Algérie et bien d'autres encore. La Tunisie, qui sont tous des puissances. Alors, lorsque vous dites, OK, désormais, il n'y a plus de douane, il n'y a plus de limite, envoyez-moi vos produits, je peux aussi vous envoyer mes produits, c'est qu'à un moment donné, vous ne contrôlez plus. Et vos opérateurs économiques risquent d'avoir des problèmes, tant sur la qualité des produits qui vous sont envoyés, que également sur la concurrence ruineuse. Alors donc, le Nigeria a marqué une pause, un peu comme en 2003 ou en 2013 ou en 2012, où le Nigeria, lorsqu'il s'est agi du TEC-CEDEAO, du tarif extérieur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a marqué donc cette pause-là, a étudié le concept du TEC-UEMOA et a vu l'opportunité, son opportunité, et a fixé ce qu'on appelle la 6e bande. Parce que le TEC-CEDEAO, c'est 6 bandes et c'est le Nigeria qui a fixé cette bande. Et figurez-vous que sur cette bande, par exemple, nous avons 3500 produits que le Nigeria peut envoyer dans la communauté. Merci. Un seul, je le citais tantôt, un seul est venu
en 2015 ou en 2016, c'est la bière dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà la tollée au niveau donc du Bénin. Imaginez que le Nigeria décide donc d'envoyer les 3500 produits au niveau donc du Bénin. C'était terminé pour notre économie. C'est en ça que je dis nous ne sommes pas organisés. Parce que quand le Nigeria fait ça, le Nigeria vous oppose maintenant une mesure tarifaire non douanière qu'on appelle la NAFDAC. Nous y reviendrons plus tard. N'est-ce pas? Les semaines à venir. Bien sûr. Merci Casimir Pédio. Wilfried Monou pour finir. Oui, bon, le Nigeria, comme il a commencé par si bien le dire, ne va pas dans ces accords les pieds et mains liés. Contrairement à ce que semble présenter un peu les pays comme le Bénin. En fait, vous avez bien fait de faire le choix du mot, ce que semble présenter. Oui. Ça peut ne pas être ce que vous lisez. Non, parce que ce que vous comprenez. Oui, parce que vous savez, lorsque vous allez dans un accord comme ça, où une bière vient perturber la production ou le chiffre d'affaires d'un contributeur important de votre système fiscal ou de vos ressources fiscales, vous y voyez un peu le danger. Très bien. Et c'est en ça qu'il faut que lorsque nous allons dans ces accords, nous puissions dire, toi, voilà ce que nous voulons, quelles sont les exigences que tu nous proposes, ou quelles sont les difficultés auxquelles tu risques d'être confronté dans l'avenir lorsque tu auras des concurrents. Et c'est en fonction de ça que le Bénin va dire, oui, je suis là avec vous, mais à condition que, et on protège ainsi le secteur, le tissu productif de l'économie. Merci Wilfried Monou, merci Casimir Pédio. Le débat se poursuit hors antenne dans les couloirs et les semaines à venir. Merci. C'était la zone du libre-échange continental. Nous avons essayé de comprendre la réticence du Nigeria face à cette zone de libre-échange continental.